Je me présente, je suis Claire-Anne Severin et je coordonne Yapaka. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. On a initié ces temps ensemble, ces webinaires, lors du confinement. Et le tout premier webinaire que nous avons mis en place était autour de l'adolescence. On avait pris un temps avec Antoine Masson pour penser le processus de l'adolescence qui était quand même contraint à être mis en veille puisque les adolescents se retrouvaient en temps de repli, confinés à l'intérieur, là où habituellement ils sont dans un élan, dans une quête identitaire, dans une recherche avec l'autre et une recherche auprès de pairs de leur âge. Il y a 15 jours, on a évoqué encore un nouveau volet de l'adolescence avec Aurore Méry pour penser ensemble en ces temps de déconfinement comment il était encore possible aux adolescents d'interpeller le social aujourd'hui et de nous interpeller en tant qu'adultes. Puisque vous savez que pour certains, les lieux habituels de rencontre avec les adultes n'étaient pas encore très ouverts. Et aujourd'hui, on a voulu plonger dans l'univers de la toile et un peu investiguer cet espace terriblement investi par les adolescents et pas que les adolescents. On a vu pendant le confinement, ça nous a bien aidé à rester en lien. Mais voilà, cette fois-ci, on a souhaité ouvrir la question des pratiques numériques et surtout en ouvrant la question à travers l'attrait des défis, des challenges qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors, toutes les conférences que nous avons réalisées sont disponibles en podcast sur le site de Yapaka et elles viennent alimenter les réflexions des pratiques des professionnels que nous sommes et nous sommes plongés dans des questions particulières quand nous rencontrons les familles, les enfants et les adolescents aujourd'hui. Alors, Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles. On travaille de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la culture, le sport, les maisons de justice et l'ONE également. Et pendant tout ce confinement, nous avons mis à disposition des ressources pour les professionnels de ces différents secteurs dans lesquelles vous pouvez aller piocher sur le site de Yapaka. Il y a des petites capsules vidéo qui sont très concrètes et qui ouvrent chaque fois sur une question particulière. Il y en a à peu près 130 aujourd'hui. Il y a les 8 conférences que nous avons réalisées et des livres, dont un livre signé par Daniel Koum, Faire famille au temps du confinement et en sortir, et le livre de Marion Haza et de son collègue Thomas Romer, qui est donc disponible sur le site. Alors je vais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer le cadre du lieu dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka, Diane Huppert, Laurent Baudelot et moi-même, et nous sommes rejointes aujourd'hui par Marion Haza. Pendant la conférence, vous ne verrez plus que Marion Haza. Nous ne vous voyons pas, vos micros sont coupés, mais pour activer l'interactivité, je vous invite à adresser vos questions et vos suggestions par le petit module questions et réponses que vous retrouvez dans le bas de votre écran. Et pendant tout le temps de la conférence, on jettera évidemment un œil à vos réactions. Marion Haza essayera dans la mesure du possible de les intégrer à son propos. Et puis voilà, moi je les récolterai tout au long de la conférence et on y reviendra pendant le petit moment de débat que nous aurons en fin d'intervention. Alors, si vous rencontrez des soucis techniques, malheureusement, on ne sait pas vous aider, mais la conférence, comme je vous l'ai dit, est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver dans l'après-midi sur le site de Yapaka. Alors, en Belgique, les ados ne sont quasi pas retournés à l'école. En France, je pense que c'est un peu particulier, mais enfin, ils n'ont quand même pas pu largement retrouver leur lieu habituel. Et donc, Internet reste un lieu
privilégié, un lieu de socialisation, un lieu fortement investi. Alors l'idée de ce temps ensemble, bien sûr, ce n'est pas de diaboliser les pratiques des jeunes sur les écrans, à travers les réseaux sociaux, etc. Mais c'est plutôt d'essayer d'en comprendre quelques ingrédients en lien avec le processus adolescentaire qui est en jeu pour eux aujourd'hui. Alors, on ne sait pas très bien en tant qu'éducateur, est-ce qu'on doit s'inquiéter de tous ces réseaux, de tous ces challenges numériques qu'ils se lancent entre eux, que les parents aussi parfois se lancent, et en tout cas auxquels parfois ils participent. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut céder à la panique? Est-ce qu'on doit écouter parfois les caricatures que nous renvoient les médias, enfin le phénomène caricatural qui sont renvoyés dans les médias? En fait, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Quel sens on doit essayer d'y trouver? Quels sont les impacts pour les plus jeunes? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut penser la prévention et l'accompagnement des plus vulnérables et certainement des adolescents? Alors, pour investiguer toute cette thématique, nous avons invité Marion Haza à nous rejoindre aujourd'hui. Elle est psychologue clinicienne, maître de conférences, et elle dirige des recherches à l'Université de Poitiers. Elle est également présidente de la SBL Caméléon, qui est la clinique Adolescence et Modernité, secrétaire générale du CILA, le Collège international de l'adolescence, vice-présidente et experte de l'Observatoire de la parentalité et des pratiques numériques, de l'éducation numérique, pardon. Et alors, donc, comme je vous disais, elle a publié plusieurs ouvrages, mais un sort aujourd'hui et est mis à disposition sur le site de Yapaka en téléchargement gratuit et qui se nomme Challenge numérique sur les réseaux sociaux. Elle l'a coécrit avec son collègue Thomas Romer, qui anime, me disait-elle avant la conférence ici, des petites causeries du numérique, des rencontres avec des parents sur voilà, tout ce que les réseaux sociaux, Internet, etc. engagent comme questionnement. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Marion, je vous cède la parole et on se retrouve en fin d'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation déjà à l'équipe de Yapaka. Donc je vais effectivement moi aujourd'hui vous parler des défis dans les espaces numériques en ayant en arrière-plan effectivement la période que nous venons tous de traverser, cette période de confinement et déconfinement, une période dans laquelle le numérique de façon générale, smartphone, tablette, console, ordinateur et tous les outils numériques ont eu une place très particulière, et pour les adolescents, et pour les parents, et pour les familles en tant que groupe. Donc voilà, je vais à partir de là, en prenant aussi en considération le fait qu'effectivement aujourd'hui dans beaucoup de pays, malgré le déconfinement, beaucoup d'adolescents, donc comme vous l'avez rappelé, hein, tous les adolescents en Belgique, en France, les plus grands puisque les lycées n'ont pas encore repris, donc beaucoup d'adolescents sont encore à la maison, c'est-à-dire un peu comme pendant la période de confinement. Hein, pour certains adolescents, enfin pour beaucoup d'adolescents, finalement, le déconfinement n'a pas amené à une réouverture sociale, relationnelle, qu'on pourrait qualifier de normale, hein, si on peut parler de, avant le confinement, comme une période normale. Donc, je vais vous parler de questions hein, que l'on peut se poser par rapport à l'emploi du numérique, des réseaux sociaux tout particulièrement, puisqu'on a vu vraiment une flambée de l'usage des réseaux sociaux qui permettent, hein, qui sont des outils numériques qui, bien évidemment, comme leur nom l'indique, permettent d'être en lien avec d'autres personnes, hein, permettent de maintenir ou de créer un lien social. Donc, je pense que tout le monde a pu se rendre compte pendant les 2 mois, enfin, à peu près, hein, selon les pays de confinement, de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à cette possibilité d'usage des réseaux sociaux. On voit que si certains outils étaient avant beaucoup plus utilisés par les adolescents, des adultes, les parents ou les éducateurs se sont eux aussi mis à utiliser ces réseaux, soit parfois pour maintenir un lien avec les jeunes, soit parfois pour maintenir des liens entre eux. Hein, et on voit bien tous les outils de visio, par exemple, qui ont été utilisés pour pouvoir maintenir des liens familiaux ou des liens amicaux, des soirées, des apéros, etc. entre adultes. Donc,
il y a un regard qui, je pense, mérite d'être repensé, réfléchi des adultes sur ces usages que l'on peut avoir du numérique et un regard qui permet aujourd'hui, en ayant peut-être une connaissance plus importante de ces outils, qui permet de réfléchir à l'accompagnement que l'on peut en faire. Alors, dans cette conférence, je vais aborder plus particulièrement la question des challenges, des défis sur les réseaux sociaux, qui va être un prisme par lequel on peut accompagner les adolescents dans les espaces numériques, tout comme on peut le faire par rapport à d'autres thématiques. Donc finalement, ce biais-là, hein, ce regard-là à partir des défis, il permet d'avoir une réflexion beaucoup plus élargie, bien évidemment, sur la place et le rôle des éducateurs au sens large, c'est-à-dire les parents avant tout, mais les grands-parents, d'autres personnes de la famille, et tous les professionnels, éducateurs, soignants, animateurs, enseignants, etc., qui transitent, qui travaillent auprès des adolescents. Donc, je vais vous proposer de découvrir peut-être pour certains ce que sont ces défis, ce que sont ces défis pour les adolescents ou pour les internautes ou les utilisateurs des réseaux sociaux de façon générale, et de voir à partir de là comment ce sont des usages qui finalement font partie du processus d'adolescence, comment ce sont des usages qui doivent être dans une certaine mesure acceptés, tolérés par les adultes, mais comment aussi à certains moments, du fait de leur contenu ou du fait de la façon dont ils sont réalisés, ils peuvent alerter les adultes. Et donc en ce sens-là, comment nous pouvons, en tant que professionnels, accompagner et faire de la prévention par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je vous propose, et puis je répondrai bien évidemment à vos questions, soit à la fin, soit au fil du discours, si je peux intégrer des remarques supplémentaires. Tout d'abord, pour introduire sur les défis, ce qu'il faut se rappeler, puisque là on va parler des défis sur les réseaux sociaux, les défis ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Les défis, c'est quelque chose qui finalement est peut-être le propre de l'humain avec un grand H, le propre de l'homme avec un grand H, puisqu'on retrouve des défis vraiment depuis très très longtemps dans toutes les sociétés, sur différents endroits du globe. Et aujourd'hui, on va voir se déployer ces défis dans les espaces numériques, mais au départ, les défis se retrouvent dans les espaces physiques. Les défis, par exemple, on peut penser en 776 avant Jésus-Christ aux premiers Jeux olympiques. Et donc ici, on voit bien que dans les plaines d'Olympe, on voit s'affronter des athlètes qui cherchent à montrer leur courage, leur bravoure, leur force, à montrer qu'ils sont les meilleurs et à se défier dans cet espace qui est le stade. Donc on voit bien ici un défi sportif, et les défis sportifs, au-delà des Jeux olympiques qui sont rythmés tous les 4 ans, on peut en repérer quasiment au quotidien. On peut penser aujourd'hui à la montée de toutes les pratiques de sports extrêmes. On peut penser par exemple à la plongée, le fait de devoir aller toujours plus loin, être toujours plus performant, même si la plupart des cas, ces défis sont réalisés par des sportifs, par des athlètes qui sont encadrés, qui sont monitorés, qui sont suivis par des médecins, etc., qui permettent de limiter le risque. Il y a tout de même un risque qui existe. On peut également penser à d'autres types de défis. Peut-être que si vous aviez suivi l'actualité en 2012, vous avez entendu parler de ce projet Red Bull, où cet homme, Félix Baumgartner, avait franchi le mur du son en sautant en chute libre d'une capsule dans l'espace, où il était à 39 km de la Terre. Donc, cet homme-là n'est pas mort, mais la prise de risque est vraiment considérable, c'est-à-dire qu'on peut se demander quand même comment il a survécu, et même lui, dans les interviews, disait bien qu'il savait qu'il pouvait mourir, mais qu'il avait envie quand même de réaliser cette performance. Donc, on voit bien que dans la société, il y a une valorisation de la prise de risque et du défi. Et les adolescents, on le sait, grandissent en s'appuyant sur des imitations et des identifications à des stars, à des personnes comme ça qu'ils peuvent repérer comme étant des sortes de modèles à atteindre.
hein. Donc, tout ce qu'on voit au niveau de ces stars médiatisées, de ces sportifs, etc., qui se donnent comme ça des défis, ça crée comme ça des idées, hein, pour les adolescents pour pouvoir réaliser certaines choses. Les défis, on les retrouve aussi, hein, pour donner quelques autres exemples avant de rentrer dans les espaces numériques, pour montrer que ce n'est pas propre, hein, aux espaces numériques, mais que comme pour tous les autres éléments que l'on retrouve dans le numérique, on est face à un prolongement de notre vie quotidienne, hein, face à un prolongement de ce qui se passe dans notre vie, dans notre environnement quotidien. Des défis, on en retrouve aussi par exemple dans les rites de passage, dans les rites initiatiques, et bon nombre d'anthropologues, Maurice Godelier par exemple, hein, qui a fait beaucoup de publications facilement accessibles, ont montré comme ça dans différents groupes sociaux, et là vraiment sur différentes parties du globe, hein, comment le groupe des adultes pouvait à un moment donné penser qu'un groupe d'enfants était apte à devenir adulte, c'est-à-dire à traverser cette adolescence, pour être reconnu aux yeux du groupe comme entré dans l'âge adulte, et pour marquer ce passage, pour symboliser ce passage, il y a des défis, et ces défis, ça peut être par exemple, je donne cet exemple-là au Brésil, dans le groupe des Sateremawe, les garçons doivent mettre leurs mains dans un gant qui est rempli de fourmis au nom balles de fusil, et laisser leurs mains pendant quelques minutes pour résister à la douleur des piqûres de ces fourmis-là. Autre exemple, au Vanuatu, chez les Sa'a, il y a un rituel où le jeune initié doit sauter d'une plateforme qui est à une quinzaine de mètres, 20 mètres en haut d'un arbre, avec une liane au bout de la cheville. Donc ça nous fait penser un peu au saut à l'élastique, hein, de nos sociétés occidentales. Voilà, donc on voit comme ça des épreuves, hein, des défis qui sont à réaliser pour pouvoir atteindre de façon symbolique aux yeux du groupe l'âge adulte. Donc on voit bien que les défis dans la société, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé. On voit bien que c'est quelque chose qui permet d'avoir une place sociale reconnue. Donc, on peut se dire que les défis, ils font partie du développement et de la vie du sujet. Ce qui va être important à repérer, ça va être la nature du défi, ça va être le risque associé au défi. C'est ça qu'on va essayer de saisir par rapport aux défis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, une petite remarque par rapport aux défis que l'on retrouve. Le réseau social, il se prête tout particulièrement aux défis, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, dans la façon dont ils sont construits, dont ils fonctionnent en mettant en lien des personnes, et pour qu'un réseau social fonctionne, enfin, l'objectif d'un réseau social, c'est vraiment d'atteindre le plus de personnes possible, hein, pour une question non pas sociale et pour le bien relationnel des personnes, mais pour une question économique, hein. Les réseaux sociaux sont construits pour engendrer le maximum d'interactions entre les personnes qui sont abonnées sur ces réseaux. Donc, des commentaires, des likes, différentes émoticônes qui permettent de donner comme ça un retour sur une publication. Tous ces éléments-là permettent de créer une puissante viralité, hein, par rapport à ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux. Et donc, un défi qui se diffuse sur un réseau social, il va pouvoir se diffuser très, très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier aux défis sur les réseaux sociaux, puisque si je crée un défi sur la place de mon village ou dans la cour de récréation du collège, ce défi, il va être assez restreint, c'est-à-dire que oui, il va toucher peut-être une dizaine, une centaine de personnes. Si je crée ce même défi sur le réseau social, on voit de suite que très rapidement, des milliers, des dizaines de milliers de personnes peuvent être touchées. Donc, on voit vraiment là une particularité, c'est-à-dire qu'avec le numérique, les kilomètres n'ont pas lieu d'être. Un défi peut très bien passer de Belgique à Espagne, à Chine, etc. Donc, on voit bien que ces défis peuvent se diffuser à travers le monde entier. Ce qui n'est pas le cas d'un petit défi qui serait réalisé au collège de tel quartier de Bruxelles, qui resterait comme ça
vraiment spécifiques à ce quartier-là ou au bus scolaire qui amène les enfants de telle école. On peut également noter une autre différence qui, à mon avis, est vraiment importante à prendre en compte. C'est le fait que quand on réalise un défi sur les réseaux sociaux, qui va être destiné à être publié sur un réseau social, justement, on est face à une image qui va être créée. C'est-à-dire qu'on va retransmettre une image, une vidéo ou une photographie que l'on va créer nous-mêmes derrière notre webcam. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, puisque si je réalise un défi dans la cour de récréation, je vais à ce moment-là réaliser ce défi sous le regard des autres. Ou à la soirée, le week-end entre copains, si le défi c'est il faut boire d'une seule traite la bouteille de bière. Tous les copains sont autour et ils me regardent en train de boire cette bouteille qu'ils viennent d'ouvrir devant moi. Donc, si je veux répondre à ce désir groupal, si je n'ai pas la force de dire non, je suis pas d'accord, ou effectivement, je vais obéir, je vais obtempérer face à cette consigne du groupe. Quand on me propose la même chose sur un défi numérique, on voit bien que je vais produire une vidéo de cet élément-là. Et on peut imaginer la possibilité de se décaler en transformant les images. On sait aujourd'hui que sur Internet, énormément d'images sont des images trafiquées, transformées. On sait qu'on peut toujours douter de nos images. On aurait très bien pu mettre un fond de plage ensoleillée derrière nous, par exemple, sur ce webinaire Zoom, si on avait envie de masquer nos bureaux et de faire croire qu'on était tous en vacances. Donc, on peut facilement transformer les images. L'image du défi, je peux donc aussi la transformer, soit la transformer en modifiant ce que je suis en train de filmer, soit la transformer dans l'après-coup en modifiant l'image. Donc ça, c'est vraiment une particularité de la possibilité du défi numérique qui permet, je pense, justement, un certain dégagement, qui permet une certaine créativité des adolescents, chose qui n'est pas forcément possible du fait de la pression du groupe dans l'espace public, dans les défis que l'on peut retrouver en dehors du numérique. On pourra redonner, je pourrais redonner d'autres exemples après. Alors, quand on parle des défis, très souvent, on entend parler des défis de façon médiatique quand il y a des problèmes. On entend parler des défis parce que ce sont des défis dangereux. Parfois, on entend d'ailleurs parler de façon un peu problématique de jeux dangereux. On peut se questionner, est-ce que ce sont vraiment des jeux? Un jeu, c'est quelque chose qui a une règle, qui est partagée entre différentes personnes. Ici, on n'est pas face à des jeux, on n'est pas face à une règle qui est partagée, mais qui est plutôt imposée à d'autres personnes. Donc, on entend souvent parler de ces défis parce qu'ils sont problématiques, parce qu'ils sont dangereux. Mais c'est important de voir qu'on peut retrouver des défis, et heureusement, qui sont des défis qui ne sont pas dangereux, qui sont des défis qui parfois n'ont pas forcément d'utilité, qui ne servent pas à grand-chose, à part créer du lien social. C'est-à-dire, comme dans un groupe d'adolescents, t'es pas capable de faire ça, c'est pas forcément t'es pas capable de te mettre en danger, parfois c'est t'es pas capable de faire quelque chose un peu idiot, quelque chose qui va montrer qu'on est capable de transgresser un peu l'autorité, par exemple. Voilà, t'es pas capable de ressortir de chez toi par la fenêtre pour faire le tour pour rentrer dans la maison. Voilà. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dangereuses, mais qui viennent montrer un peu cette affirmation identitaire. Ici, pour revenir sur quelques exemples pendant la période du confinement, on a pu voir apparaître des défis particuliers qui ont été initiés pour certains par des adultes, pour certains par des plus jeunes, mais qui finalement sont des défis qu'on pourrait qualifier de non problématiques. On peut penser par exemple à ce défi qui a été impulsé par le musée, le Getty Museum. Donc le défi s'appelle le Getty Museum Challenge. C'est un défi que les conservateurs du musée, enfin les salariés du musée, ont diffusé sur Twitter au bout de je sais pas, quelques jours, quelques semaines de confinement,
puisque bien évidemment le musée était fermé, plus de visites possibles, mais pour quand même continuer à laisser la culture et les œuvres d'art traverser comme ça un peu la population. Ces personnes du musée ont proposé sous forme d'un challenge avec le hashtag, le dièse sur le réseau social Getty Museum Challenge, de reproduire avec ce que tout un chacun pouvait avoir chez lui, donc dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine, différents objets, des aliments, des vêtements, enfin n'importe quoi, tout ce qu'on souhaitait. L'objectif, c'était de reproduire une œuvre d'art, de reproduire un tableau. Ça pouvait être aussi avec ces animaux, avec les enfants, avec les parents, enfin voilà. Ici, on voit bien qu'on a un challenge qui mobilise à la fois la culture, au sens large, ici des œuvres d'art, et également une dimension créative et un partage familial. Donc on peut se dire que les familles qui ont réalisé ce challenge ont sûrement passé un moment agréable à essayer de trouver comment représenter la Joconde avec la petite dernière de la famille et le fond comme ça. Enfin, voilà, donc on peut voir que ça peut créer à ce moment-là vraiment une dynamique familiale de partage d'une activité comme on peut en partager d'autres. Donc ce défi-là, en soi, c'est pas un défi qui est problématique. On a vu également pendant ce confinement un autre défi qui s'appelle le Moi Gamin Challenge. Donc le Moi Gamin Challenge, l'objectif c'est de mettre une photo d'enfance et de reproduire cette photo à l'âge adulte, ou en tout cas 10 ans ou 20 ans, ou parfois on a pu voir 60 ans plus tard, ou des personnes qui avaient reproduit ces images-là. Là encore, on peut se dire que dans cette reproduction-là, il y a finalement des séquences de redécouverte d'images des albums de famille, des petits-enfants qui ont pu revoir des photos des grands-parents, etc. Enfin, voilà, donc on voit quelque chose qui peut, à ce moment-là où les familles étaient vraiment rassemblées dans l'espace du domicile, recréer comme ça quelque chose d'une dynamique familiale pour sortir du quotidien, avoir quelque chose un peu particulier, spécifique qui pouvait être fait. Et ce qui a été repéré pendant le confinement, c'est que ce défi s'est transformé, notamment sur la plateforme TikTok, qui est donc la plateforme de diffusion de courtes vidéos, une dizaine de secondes, qui a connu vraiment une montée en flèche pendant le confinement, avec un usage des adolescents qui étaient déjà présents, qui ont utilisé un peu plus en temps cette plateforme, mais surtout un usage nouveau et important des adultes qui se sont mis sur cette plateforme-là aussi. Et on peut voir que ce Moi Gamin Challenge, il s'est aussi diffusé sur TikTok avec une déclinaison qui s'appelle le challenge I'm Just a Kid, qui consistait à recréer en vidéo une photographie, toujours sur le même principe, plus ancienne, avec en arrière-plan, puisque c'est le fonctionnement de TikTok, on crée une vidéo avec une musique en arrière-plan, et à chaque fois, chacun va refaire, par exemple, la même danse, la même chorégraphie, avec toujours la même vidéo. Donc ici, il s'agissait de reproduire une photographie ancienne en vidéo avec cette musique en arrière-plan. Donc voilà, on voit, je vous donne ces exemples-là, il y en aurait plein d'autres. Il y a eu, finalement, ça a occupé aussi les challenges pendant le confinement, mais on voit que ça a pu occuper des adolescents tout seuls, mais ça a pu aussi occuper des familles. On peut penser également, construit plutôt par les jeunes, et tout particulièrement par les jeunes filles, au Dad Challenge, qui a fait son apparition lui aussi sur TikTok, qui a été lancé par des adolescentes qui souhaitaient montrer à leurs abonnés comment leur père dansait. Et donc, il y a des chorégraphies père-fille qui sont produites, filmées et diffusées. Donc, toujours, on est sur des formats très courts, une dizaine de secondes, et qui permettent de montrer comme ça, bien souvent, des parties de rire entre père et fille, puisque tous les pères ne sont pas des danseurs étoiles. Donc voilà, on voit bien quelque chose comme ça, de cette complicité qu'il peut y avoir
Et on peut penser aussi à cette période d'adolescence, ce que ça vient représenter pour une adolescente fille, le fait de partager ce temps-là avec son père par rapport à la reviviscence oedipienne aussi. Enfin voilà, on peut aller un petit peu plus loin par rapport à ça et se dire que c'est pas anodin finalement que l'on voit ça sur la toile aussi. Mais voilà, on est dans des pratiques qui ici ont permis de créer ou recréer des liens familiaux. Donc ici, je le répète, on est dans des défis dont on a entendu parler, surtout, enfin, dont les personnes présentes sur les réseaux sociaux ont entendu parler. Peut-être le Getty Museum qui a été un peu plus diffusé dans les médias, mais comme ce sont des défis qui n'ont pas posé de problème, qui n'ont pas fait de blessés ni de morts, finalement, ces défis, on entend peu parler. Alors, les défis plus problématiques. Les défis, justement, qui sont ceux dont on entend plus parler, pour essayer de réfléchir à la façon dont on en parle et comment on peut accompagner. Les défis problématiques, ce sont des défis qui vont être associés à des prises de risques importantes. Il faut garder en tête qu'à l'adolescence, la prise de risque, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'un adolescent, pour grandir, il a besoin de s'affranchir de ses parents, il a besoin de s'affranchir d'un certain confort qu'il avait dans l'enfance, il a besoin de tester des choses, de tester son corps qui vient d'être transformé par la puberté, de tester les relations aux autres, de tester ses limites de façon générale. Donc, pour tester tout ça, il y a une certaine prise de risque à avoir. Cette prise de risque, elle est vraiment nécessaire pour traverser le processus adolescent. Et s'il n'y a pas de prise de risque du point de vue psychologique, un adolescent est inquiétant. C'est-à-dire qu'un adolescent qui ne prendrait aucun risque du tout, c'est un adolescent qui serait dans le refus justement de grandir. C'est un adolescent qui ne traverserait pas ce processus pubertaire. Donc, du point de vue psychologique, ne prendre aucun risque, c'est inquiétant. Alors que très souvent, on se dit c'est quand on prend des risques que c'est inquiétant. Donc, prendre des risques, ça fait partie du processus adolescent. Par contre, ce qui va être important à repérer, c'est quels risques. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont des risques mesurés. Et tout un chacun ici, même adulte, à certains moments, vous prenez certains risques. Mais vous prenez des risques qui sont des risques mesurés. Et plus on est construit, on va dire, de façon solide, plus on peut s'appuyer, par exemple, sur un cadre parental ou familial ou éducatif au sens large qui permet d'avoir des repères, plus on va pouvoir, en tant qu'adolescent, prendre des risques qui vont être des risques mesurés. C'est-à-dire que si j'entends par mes parents telle chose, c'est interdit pour telle raison parce que c'est risqué, telle chose, je te conseille plutôt de faire ça plutôt que ça. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a des limites qui sont posées par les parents, même si ces limites, bien évidemment, vont être discutées de façon importante par les adolescents, c'est normal, c'est leur travail. À partir du moment où il y a des limites, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des transgressions. C'est-à-dire que si on me dit tu as le droit de sortir pendant 2 heures, parce que après je trouve que c'est trop tard et c'est dangereux pour toi, l'adolescent il va essayer de négocier. Oui, mais je veux sortir 2h30 ou 3 heures. Donc la négociation va peut-être faire aboutir à voilà, ok, c'est ok, 2h15. Et l'adolescent, il va peut-être quand même rentrer au bout de 2h30. Mais tout en sachant qu'il a transgressé d'un quart d'heure. Ce qui n'est pas la même chose que si on ne met aucune limite, c'est-à-dire tu rentres quand tu veux, où là, l'adolescent, finalement, il n'y a pas quelque chose qui vient marquer la limite et donc le risque. Et c'est là qu'on voit que plus les adolescents sont laissés livrés à eux-mêmes, sans cadre finalement, plus ils prennent de risques. C'est-à-dire plus ils vont aller chercher loin la limite, parce que porter cette limite, pour un adolescent, quand un parent pose une limite, pose une interdiction, je veux que tu fasses ça et je veux pas que tu fasses ça veut dire qu'il tient à lui. C'est une façon de montrer
son amour pour l'adolescent, c'est une façon de lui montrer son importance. Et donc, le fait de ne pas donner ce repère-là pour l'adolescent, ça fait que l'adolescent peut aller chercher le plus loin possible pour vérifier si ses parents tiennent vraiment à lui. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, des alcoolisations massives, qu'on peut voir des prises de risques sur la voie publique qui amènent à des hospitalisations aux urgences. Enfin, voilà, c'est-à-dire des prises de risques vraiment très importantes pour essayer d'attirer l'attention du parent. Ce qui ne veut pas dire que le parent n'a pas d'attention, mais qu'il ne le manifeste pas. Voilà, qu'il ne le manifeste pas par ce cadre des interdits. Donc, ce qui va être important à repérer dans les défis des adolescents, c'est effectivement, est-ce que ces adolescents, au-delà de faire des défis qui leur permettent d'être sous le regard des autres, de prouver aux autres qu'ils sont les meilleurs, etc., ce qui va être important, c'est de regarder, est-ce que ce défi, c'est un défi qui est dangereux au sens de la prise de risque? Est-ce qu'on est dans une prise de risque qui est extrême ou non? Il y a eu à un moment donné un défi en 2015. Alors, les défis, toujours, ils fonctionnent toujours de la même façon. Un défi va être très viral à un moment donné, et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, on n'en entend plus du tout parler. Donc, on a vraiment comme ça des cycles, des modes, presque comme des modes vestimentaires, où on va avoir une mode à un moment donné, ou un jeu, un jouet, quelque chose, et puis quelques semaines ou mois plus tard, on n'en entend plus parler. Donc en 2015, il y avait eu un défi qui s'appelait le Kylie Jenner Challenge, qui est un défi qui s'est diffusé donc, chez les adolescents, où il s'agissait d'avoir les lèvres pulpeuses de Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian, qui était vue dans une émission de télé-réalité, et qui, malgré ses lèvres très pulpeuses, déniait avoir subi de la chirurgie esthétique. Et donc, il y a eu comme ça, chez les adolescents, toute une mode autour de ce challenge, où il s'agissait d'avoir ces mêmes lèvres pulpeuses que la star. Et donc, pour faire ça, les adolescents appliquaient par un système de pression une bouteille sur leurs lèvres, et en retirant la bouteille, les lèvres gonflent. Donc, on voit ici qu'on est dans quelque chose qui est temporaire, lié à la pression sanguine. Ce défi-là, selon la façon dont il est réalisé, peut être un défi sans risque, c'est-à-dire que certains adolescents qui ont fait ça rapidement et de façon non répétée, il n'y a eu aucune séquelle, voilà, à part qu'ils n'avaient pas l'air très intelligents en diffusant les photos d'eux comme ça sur la toile. Mais si tous les autres amis le faisaient, ça permettait de se rallier au groupe. Par contre, certains adolescents qui ont pu appliquer la bouteille et cet effet de pression pendant un temps trop important ont pu avoir des soucis, ou parce qu'ils avaient précédemment des problèmes sanguins, par exemple, au niveau de la circulation, ont pu avoir des soucis et des douleurs au niveau des lèvres. Donc, on voit bien ici que ce même défi peut avoir des effets différents selon les adolescents. Un autre exemple pour montrer comment on peut interpréter différemment des défis, beaucoup plus récemment, et on n'en parlait pas dans le livre puisque c'est un défi qui est très très récent, le George Floyd Challenge, qui est un défi qui est apparu donc suite à la mort de George Floyd, ce noir américain là, à Minneapolis en mai dernier, la fin mai dernier. Et suite, donc on a beaucoup entendu parler, là, personne ne peut dire, je pense, ici, ne pas avoir entendu parler de ce décès, de la polémique par rapport aux violences policières aux États-Unis. Et suite à cet événement qui a été hyper médiatisé, on a vu apparaître chez les adolescents, aux États-Unis tout particulièrement, ce défi, mais donc il s'agit de reproduire la scène durant laquelle George Floyd est décédé, donc quelqu'un qui tient son genou sur le cou de l'autre personne qui est allongée. C'est un défi qui a choqué beaucoup parce que la plupart du temps, c'était deux jeunes blancs qui réalisaient ce défi. Donc ce défi a été assez peu compris et peut toujours questionner, c'est-à-dire on peut se demander, non pas du point de vue journalistique et médiatique, mais
du point de vue psychologique, on peut se demander qu'est-ce qu'il en est de ces adolescents qui ont reproduit cette scène? Est-ce que c'est une façon de faire face à ce traumatisme, hein, puisqu'il y a vraiment un événement qui a été vécu comme un trauma pour la population, et notamment pour la population de toutes les personnes de couleur aux États-Unis. Donc, on peut se demander si finalement reproduire ça, c'est une façon d'avoir un propos ou un acte plutôt antiraciste, si c'est une façon, à l'inverse, de défendre les policiers, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas la parole de ces jeunes qui va avec cet acte, hein, pour comprendre. En tout cas, sans avoir cette explication, hein, aujourd'hui, sans pouvoir interpréter ça, hein, c'est pas ce que je souhaite faire. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que parce qu'il y a eu une hypermédiatisation, on a une réaction des adolescents en ce sens, hein, et que ce soit pour aller dans le sens des violences policières ou aller dans le sens de la défense, hein, antiraciste. Dans tous les cas, on voit qu'on a des adolescents qui se saisissent de l'outil du réseau social, c'est-à-dire d'un outil très visible, pour pouvoir énoncer à leur façon quelque chose face à un événement qui a été violent, quel que soit leur raisonnement ensuite intellectuel et ce qu'ils en ont fait. Et donc, ceci, ça nous montre, et pour faire le lien avec d'autres choses, que la médiatisation de certains événements peut amener à des défis. Et ça me permettra de parler de la médiatisation des défis eux-mêmes. C'est-à-dire comment finalement, là, par rapport à George Floyd, on voit bien qu'il y a eu des images, il y a eu des témoignages. Donc cet événement-là a été finalement visible par tout le monde. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe, notamment quand on est adolescent, quand on n'arrête pas d'entendre parler de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand on est témoin, finalement, alors qu'on n'était pas présent dans la scène, hein, mais quand on est témoin, et encore témoin, parce que ça passe en boucle à la télé, de ces images-là. Et on peut se poser la même question par rapport aux défis, c'est-à-dire comment on peut faire pour parler de certains défis sans créer comme ça une appétence qui va inciter les adolescents à reproduire, à répéter, à encore diffuser ces défis. Je donne un exemple avec un défi qui a été à la mode en 2017. C'est le Ice and Salt Challenge. Le Ice and Salt Challenge, c'est un geste qui peut apparaître au départ anodin, puisqu'il s'agit d'appliquer un glaçon sur sa peau après avoir mis du sel sur sa peau. Donc on voit au premier abord, sel et glaçons, ça ne sont pas des outils dangereux, mais pourtant, quand on fait ça, ça peut créer des brûlures. Donc, on voit qu'il y a un défi ici. Peut-être que, là, je viens d'énoncer ça, que personne n'essaie. Vous pouvez croire que la recette est efficace pour faire une brûlure, mais peut-être qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. Or, on voit bien que par rapport à ce défi qui s'est diffusé au départ, un peu comme ça chez les adolescents, il y a eu des appels, et notamment, alors en Belgique, je ne sais pas trop, mais en France, il y a eu des mots dans les carnets de correspondance des collégiens pour dire qu'il y avait ce défi qui était en cours et qu'il ne fallait pas le faire. Il y a eu sur Twitter également des mots qui ont été écrits par la gendarmerie en disant attention, sel plus glaçon égale brûlure au 2e degré. Donc, prévenez vos adolescents. Là, on voit qu'on est dans un message qui est adressé aux adultes. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est que le hashtag, le mot-clé de ce tweet, c'était hashtag adolescent. Et donc, potentiellement, les adolescents peuvent tomber sur ce message. Donc, on voit ici que des adolescents peuvent se retrouver avec cette recette-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un adolescent a comme ça une recette de quelque chose de dangereux? On peut penser également à notre défi. Donc, vous avez sûrement entendu parler en 2017, c'est le Blue Whale Challenge, le défi de la baleine bleue. Là encore, on voit un défi qui a été hyper médiatisé et qui a été
en France, médiatisé de façon assez maladroite. Donc, notamment pour faire, enfin, bien évidemment, hein, l'objectif de médiatisation, c'est toujours faire de la prévention, mais pour que la médiatisation marche, il faut partir sur un versant sensationnel. Hein, c'est-à-dire que plus on est sensationnel, plus on dramatise quelque chose, plus on a de l'audience et plus on touche un public. Donc, on voit bien le paradoxe ici entre médiatisation et prévention. Et par rapport aux défis, on commence à sentir le problème qu'il peut y avoir. Le Blue Whale Challenge, c'était donc ce défi qui est arrivé, soi-disant, de Russie et dans lequel un mentor aurait donné, enfin, donnerait 50 défis, dont le dernier serait un défi suicidaire, hein, avec une graduation de violence envers soi au cours des 50 défis. Donc ici, on voit bien qu'on est dans un défi, comme je vous l'énonce là au départ, dont on n'a pas le contenu. Or, dans les médias, on a pu voir les 50 défis diffusés, c'est-à-dire, voilà la liste des 50 défis à ne pas réaliser. On sait bien qu'à l'adolescence, tout ce qui est interdit est attractif, hein, ou hyper attractif, c'est-à-dire, si on m'interdit quelque chose, c'est que ça doit être bien. Si on m'interdit de boire de l'alcool ou de fumer, si on m'interdit la sexualité, si on m'interdit les défis, si on m'interdit telle chose, c'est que derrière, il doit y avoir du plaisir, hein, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à saisir, c'est-à-dire que ce soit un parent, enfin, le parent, les parents, ou un substitut parental, c'est-à-dire l'éducateur, le professeur, l'animateur, enfin, le journaliste adulte, un représentant parental, toutes ces personnes qui peuvent énoncer un interdit par rapport à ces défis, finalement, pour la plupart des adolescents, vont quand même ouvrir une lucarne de possibilités. Ah tiens, pourquoi c'est interdit? Voilà. Les adolescents, bien évidemment, peuvent vouloir tester certaines choses, transgresser l'interdit, mais, et fort heureusement, les adolescents qui vont bien, on est à peu près, il faut garder en tête qu'on a 90% à peu près des adolescents qui vont bien. On en a 10% qui vont mal, voire certains qui vont très mal, mais on a quand même beaucoup d'adolescents qui vont bien, qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit. Donc c'est vrai que quand on travaille avec des adolescents à l'hôpital, par exemple, on a l'impression que tous les adolescents vont mal. Enfin, on a un regard très, très négatif finalement de ce qu'est l'adolescence, mais quand on dézoome un peu, on voit bien que beaucoup d'adolescents vont bien. Et justement, c'est là qu'on peut trouver des adolescents qui vont quand même réaliser ces défis, mais en les transformant, en étant créatifs, en proposant d'autres choses, hein, c'est-à-dire sans répondre directement aux attentes à la consigne du défi. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à prendre en compte. Le défi, par exemple, d'Egnomination qui oblige, enfin qui obligeait, dont la consigne était de boire d'un trait une bouteille d'alcool, certains adolescents qui allaient mal ont trouvé là une occasion de s'alcooliser, mais des adolescents qui allaient bien ont cherché à répondre quand même à ce défi en se filmant, en faisant semblant de boire cul sec une bouteille de vodka, mais c'était de l'eau, parce que comme c'est fait derrière la caméra, on peut transformer. Et je pense tout particulièrement à une vidéo d'une jeune fille qui fait du théâtre, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire qui met en scène, hein, le fait de boire cet alcool. On a l'impression quand elle boit qu'effectivement elle boit de l'alcool, enfin elle le joue très bien, qui montre après le début de malaise lié à cette alcoolisation massive, et puis qui d'un coup dit mais vous croyez quoi que je me laisse faire, enfin voilà. Donc cette vidéo-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été vue des milliers de fois, alors que si cette jeune fille avait bu cul sec une bouteille de vodka ou une partie, ça aurait été vu par son petit groupe d'amis et puis point. Donc, on voit bien cette créativité-là, hein, qui est très importante. Juste pour terminer, hein, parce que je vois que le temps file, s'il y a quelques questions, ce qui est important à réfléchir dans les défis comme le Blue Whale Challenge ou le Momo Challenge,
qui a eu lieu, lui, sur WhatsApp. Donc on voit bien que tous les réseaux ont leurs défis, hein, en quelque sorte. Le Momo Challenge, c'est pareil, hein, il fallait téléphoner sur un numéro qui allait donner des directives, là encore, pour se faire du mal. On voit que ces défis, finalement, ils existent parce qu'on y croit. Ils existent parce qu'on en parle. Ils existent parce qu'on les fait exister. Et on est vraiment ici dans le cadre de ce qu'on a appelé, nous, des légendes numériques. Hein, c'est-à-dire, tout le monde connaît les légendes urbaines. Euh, on a en France la Dame Blanche. Je ne sais pas si vous avez la Dame Blanche en Belgique. Hein, et donc, une apparition comme ça d'un fantôme, quelqu'un, une femme qui s'était faite écraser sur le bord d'une route et qui réapparaît comme ça. Enfin. Et cette Dame Blanche, elle existe pour tous les adolescents. C'est-à-dire que c'est une légende qui se transmet de génération en génération et qui fait peur, mais il faut à un moment donné jouer à se faire peur avec ça. Et donc on peut se dire qu'avec ces challenges numériques, il y a aussi à un moment donné le fait pour ces adolescents de se faire peur avec ces challenges, c'est-à-dire d'y croire à un moment donné tout en sachant que c'est une illusion, que c'est quelque chose qui est une légende. Et donc ici on voit bien que si en tant qu'adulte on médiatise, on diffuse, on continue à donner de la valeur à ces éléments-là, alors que quand on essaie d'appeler, enfin moi je travaille sur ces thématiques-là, donc moi j'ai appelé tous les numéros de Momo, j'ai essayé d'avoir un mentor pour avoir les 50 défis du Blue Age Challenge, personne répond. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui se crée, hein, et plus on le médiatise, plus on le crée. Donc ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'on dit. On peut parler des défis en général avec les adolescents et notamment en prévention. On peut parler de la transformation possible, par exemple des consignes, des images, hein, pour répondre à certains défis, mais on n'est pas obligé de parler du contenu lui-même. Hein, on n'est pas obligé de donner les recettes en quelque sorte de ces défis, surtout, enfin, principalement quand ils sont problématiques et dangereux. Et au lieu de rediffuser et de révéler ces éléments dans les médias ou en termes de prévention, on peut par exemple s'appuyer, dans le cadre de la prévention par les pairs, sur des influenceurs qui touchent les communautés adolescentes, sur les youtubeurs par exemple, dans le cadre du Blue Age Challenge, on s'était appuyé pour faire de la prévention sur des youtubeurs qui avaient réalisé eux-mêmes, hein, leurs vidéos pour critiquer et montrer leur étonnement, hein, leur aberration par rapport à ce challenge. Et ce sont les liens vers ces vidéos qui avaient été diffusés aux jeunes, plutôt que des adultes eux-mêmes tiennent le même discours finalement, mais qui n'est pas la même portée parce que venant d'adultes. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu différents éléments. Je reste disponible là si vous avez des questions. Un tout grand merci pour ce tour d'horizon extrêmement exemplifié, parce qu'en effet, je vous entendais parler de plusieurs challenges et ça évoque évidemment toujours des premières images, mais en entendant le sens que vous mettez derrière, la manière dont vous tricotez les choses avec le développement de l'adolescent, évidemment, ça donne une ouverture très particulière et je trouve que c'est quelque chose de très apaisant. Que de pouvoir entendre qu'il faut investiguer le sens et un petit peu, voilà, y voir aussi la part de créativité, la part de lien qui peut émerger de ces mises en défi, et voilà, jusqu'à quel point sentir le basculement dans la mise en danger, ou bien pouvoir supporter qu'il y a quand même une part de risque qui fait partie Oui. du développement, du trajet des adolescents. Même si parfois on peut trouver ça idiot et stupide, on sait aussi que ça fait partie de l'adolescence, que d'avoir certaines activités qui pour nous n'ont pas forcément grand intérêt, mais qui pour eux va avoir une valeur sociale et de reconnaissance vis-à-vis du groupe de pairs. Voilà, exactement. Et là, je pense que chacun d'entre nous peut se reconnecter au petit cap ou pas cap qu'on a eu, voilà, qui n'avait pas lieu sur les réseaux sociaux, puisque c'était encore ces lieux-là qui étaient privilégiés, mais qui pourtant étaient déjà bien d'actualité. Ces lancements de défis font partie
voilà, vous l'avez bien expliqué d'entrée de jeu. Et donc voilà, je trouve ça très, très, très intéressant d'avoir mis en regard cette créativité, le fait que voilà, certains défis font voyager de la culture, on peut en apprendre des choses, que ce soit dans la cellule familiale, mais aussi sur la culture de manière plus générale. Et peut-être qu'on peut aussi s'interroger un petit peu sur ce qui fait aujourd'hui rite initiatique à l'adolescence, peut-être s'interroger en tant qu'adulte comment on peut encore Recréer. mettre du sens et recréer, en tout cas être attentif à des passages particuliers pour les adolescents et de peut-être continuer à marquer ces temps de passage voilà, dans le quotidien avec les adolescents quand ça s'y prête, parce que vous avez bien insisté sur le fait que ça permet de prendre une place dans la société, d'acquérir un statut, et donc voilà, il y a certainement mille et une manières de le faire, mais soyons attentifs à ce que justement ils puissent avoir encore cette part-là. Voilà, je lis rapidement les petites questions qui arrivent. Je pense que c'est plutôt des... Ah voilà. Oui, certains s'interrogent sur l'intervention des professionnels, à partir de quand intervenir, comment, l'autorégulation par les pairs, etc. Mais je trouve que vous l'avez déjà Ouais, un petit peu je l'ai mis évoqué, à mais la si fin. vous pouviez revenir un tout petit peu peut-être alors sur cet axe-là, comment faire de la prévention, comme comment intervenir quand on est adulte, et faut-il privilégier l'axe euh, prévention par les pairs? Oui. Alors, prévention par les pairs, oui, je pense, hein, comme je disais tout à l'heure, que certains discours sont beaucoup plus entendables, même s'ils ont la même teneur, quand ils émanent d'adolescents ou de jeunes adultes, plutôt que quand ils émanent de la génération des parents. Enfin, donc ça, oui, on peut valoriser la prévention par les pairs. Après, on peut vraiment, au niveau des adolescents, et là, tout venant, hein, travailler finalement, comme on le fait, par exemple, par rapport aux fake news, comme on le fait par rapport aux usages du numérique de façon générale. On peut se dire que aborder la façon dont on peut transformer des images, dont on peut être créatif tout en répondant à une consigne, enfin, c'est-à-dire je ne perds pas ma place dans le groupe, voire même parfois elle est valorisée, enfin, parce que j'ai fait preuve de quelque chose qui va étonner les autres, puisqu'à la fois j'ai répondu au défi, mais je l'ai fait de façon vraiment inédite. Enfin, donc ça, c'est un point important qui peut être vraiment mis en avant avec les adolescents sur ce qui leur permet de réfléchir de façon plus générale à comment je suis acceptée dans le groupe, avec quelle identité, comment je me présente, qu'est-ce que je souhaite que les autres aient comme image de moi. Et de la même façon qu'ils peuvent transformer ces images du numérique, ils peuvent euh, assumer de ne pas avoir un t-shirt de la même couleur que les autres. Ou, voilà, enfin, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans les groupes d'adolescents, qui font partie à un moment donné de ce moment où l'adolescent a besoin de disparaître un peu dans le groupe pour pouvoir ensuite se construire avec sa propre identité. Ça, ce sont des choses qui peuvent être accompagnées, bien évidemment, par les éducateurs au sens large. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un rôle, sans parler des défis de façon hyper précise. Ben voilà, un tout grand merci. Je vois qu'il est 14 heures. Je voulais vraiment vous remercier pour la richesse et l'analyse extrêmement intéressante de votre, voilà, de ce temps ensemble. Pour ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion, nous avons tourné quelques capsules vidéo cette semaine avec Marion Hazak. Vous pouvez retrouver sur le site de Yapaka. Et je vous rappelle que est déplié sous la forme d'un livre temps d'arrêt toute la réflexion que vous venez de nous transmettre. Ce livre est à télécharger gratuitement sur le site de Yapaka en version numérique, EPUB et PDF. Et donc voilà, vous pouvez tout à fait replonger dans cette thématique, poursuivre, échanger dans vos équipes autour de ces questions. Et n'hésitez pas à nous en transmettre encore si vous avez d'autres. On trouvera d'autres moyens pour poursuivre la réflexion.
Un tout grand merci à vous tous. On reste encore connectés 2-3 minutes pour lire vos messages, vos suggestions et je vous souhaite une belle après-midi. Merci, bon après-midi. Merci.